Bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on change un peu de décor. On part sur du vert, parce que c'est pas une histoire d'horreur, c'est pas quelque chose qui ferait peur, mais c'est quelque chose où on va parler de médecine. Mais de médecine du XVIIe siècle, du XVIIe ou XVIIIe siècle en fait, en quelque sorte. Vous allez découvrir que vous auriez pas aimé vivre à cette époque, avoir une quelconque maladie, peu importe ce que c'était, vous vouliez pas l'avoir à cette époque-là. Je vais pas me faire plus de suspense que ça, on va directement commencer par le début. Déjà, pour commencer, l'espérance de vie à cette époque était de 25 à 35 ans. Ce qui est très peu comparé à aujourd'hui où les hommes sont en moyenne à 80 ans et les femmes à 85. Pourquoi c'est une telle différence? Parce que, bien entendu, vous le savez, la médecine a beaucoup évolué. Mais aussi un petit truc, un petit détail à côté qui change énormément. Que vous allez voir, c'est plutôt bien quand même. Tout d'abord, il faudra attendre en fait la fin du XVIIIe siècle, donc limite les années 1900, avant que les médecins, les scientifiques se rendent compte qu'en fait, avoir une bonne hygiène, c'est une bonne chose. Parce que oui, à l'époque, on pensait qu'être propre, c'est seulement changer de vêtements. Tu changes tes vêtements quelquefois, avoir des vêtements propres, pas besoin de se laver, et c'est bon, c'est suffisant. C'est pour ça qu'aussi, à l'époque, on les voyait souvent avec une tonne d'habits qui dépassent de partout, parce que avoir beaucoup d'habits propres, c'est être riche. Ouais, c'est stupide. Oui, et puis, alors quand ils se lavaient aussi, quand ils faisaient leur toilette, comme ils appelaient ça à l'époque, ils utilisaient pas vraiment d'eau, ils faisaient une toilette sèche, c'est-à-dire qu'ils se frottaient juste avec un lage. Voilà, ouais, ils prenaient un lage, genre je prends mon plaid, lage, voilà. Ou alors ils utilisaient de l'acide. Ouais, c'est pas non plus ouf. Le bain a commencé à arriver en fin 18e siècle, comme je vous l'ai dit. Pas de douche, hein, parce que ça existait pas, tout simplement. Et les bains, en fait, déjà, c'était les classes les plus aisées qui pouvaient les avoir, car ça coûtait cher. Et ils s'en servaient pas vraiment pour se laver. C'était principalement un lieu de plaisir, où ils forniquaient, si je puis dire. Au XVIIe siècle, on croyait surtout à la théorie des 4 humeurs. On croyait à la théorie des 4 humeurs. Le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. On pensait que la santé reposait sur l'équilibre de ces 4 choses. Tout déséquilibre entraîne des sautes d'humeur, et menace bien entendu la santé du patient. Pour rétablir l'équilibre ainsi que la santé du patient, on utilisait toutes sortes de choses stupides. On faisait des saignées, des purges, des lavements d'estomac, ou encore des régimes, ce qui est totalement absurde pour remettre la personne en forme. Mais aussi si on avait beaucoup de fausses théories, c'est parce que à cette époque-là, la dissection de cadavres était fortement interdite. Je dis fortement alors que c'était juste interdite. C'est parce que la religion était comme ça. Les chrétiens refusaient, tout simplement, de disséquer des cadavres. En soi, ça se comprend, on respecte le mort, mais bon, il fallait bien faire avancer la science. Certains médecins qui, tout de même, voulaient à tout prix faire avancer la science, se risquaient à voler des cadavres, et donc se risquaient à... la tête sur le bio, quoi. Pour pouvoir devenir médecin à l'époque, il fallait être catholique, savoir lire et parler latin, et il fallait payer très cher pour pouvoir entrer dans une médecine. Dans une école de médecine. Le problème, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on sortait de l'école de médecine, nous n'avions pas de pratique, que des connaissances théoriques, car vu qu'on n'avait pas le droit de pratiquer sur des cadavres, eh bien, on n'avait pas vraiment d'expérience. Et à côté, nous avons des chirurgiens qui, eux, n'étaient pas considérés comme médecins. C'était à tout notre métier. Et les chirurgiens, en fait, étaient barbiers aussi. Parce qu'à l'époque, les barbiers avaient de beaux couteaux pour pouvoir raser, et les chirurgiens utilisaient la même chose. Donc du coup, ils ont les deux métiers, voilà. Donc quand tu es barbier, tu es aussi chirurgien, et quand tu es chirurgien, tu es aussi barbier. C'est plutôt pratique quand tu veux te faire inciser un abcès et en même temps te faire raser la barbe. Pendant des siècles, on a réalisé une opération de la cataracte en utilisant une aiguille pour pouvoir abaisser le cristallin. Ce qui est pas ouf. Alors, bien entendu, à l'époque, l'anesthésie n'existait pas. Donc tu souffrais bien, tu douillais bien ta mère, et sans hygiène bien entendu non plus, il n'y avait pas de décontamination des outils. Juste les laver à l'eau quoi, rien de foufou non plus. Du coup ils prenaient le cristallin et ils le faisaient glisser au fond de l'œil pour qu'on ne le voit plus, voilà, plus de cataracte. Voilà, c'est pas con, mais c'est pas ça. Bien entendu, cette aiguille que je vous ai montré, que vous avez vu à l'image, n'est pas le seul outil qui n'était pas très agréable à voir. Rien que de le voir, tu savais que t'allais passer un mauvais moment. Et il y en a d'autres, des comme ça. Je vais pas tous vous les montrer, mais il y en a 2. Un qui est juste parce que je trouve ça hardcore, et le deuxième, juste il a une histoire derrière. Vous allez vite adorer ça. L'une des plus anciennes pratiques médicales est la trépanation. La trépanation est le fait d'ouvrir la boîte crânienne afin de tripatouiller le cerveau, si je puis dire. Le trépan est un objet qui est utilisé à cet effet
qui, bah voilà, en fait, aujourd'hui, on se sert du trépan pour percer des trous dans le plafond et pouvoir placer une ampoule. Voilà, dit comme ça, c'est pas ouf. Bien entendu, la trépanation est aussi une pratique de l'époque qui était beaucoup tournée sur la magie et les rites sataniques. Ouais. Et cela va de soi que dès qu'à partir du moment où t'allais voir ton médecin ou ton chirurgien barbier, tu lui disais j'ai mal à la tête ou j'ai telle douleur, enfin à partir du moment où c'était quelque chose qui avait un rapport avec les maux de tête, eh bah trépanation hein mon pote. Ah ouais, pas le choix. Et voilà donc le bistouri qui lui a une histoire des plus amusantes. Mais nous allons d'abord nous tourner vers Louis XIV pour cette histoire. Louis XIV fut une des exceptions à la règle des 25-35 ans de train de vie de l'époque. Il a vécu jusqu'à 77 ans. Il a commencé à prendre le trône de France à 5 ans, pendant que moi encore sous la douche, j'essaie de faire des bulles avec mon shampoing, lui diriger un royaume. On n'a pas tous la même vie, il faut le dire. En fait, 77 ans, c'est même le record de France pour le règne sur le trône de l'histoire de France, du royaume de France et du trône de France. Et pour les Français. Cet illustre roi qui est connu pour son règne sur le royaume de France, et qui aussi a conquis la Franche-Comté, qui a reconquis la Franche-Comté face aux Espagnols, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui à parler français, ou peut-être que si, je ne sais pas, peut-être que je serais une autre langue. Mais bref, à l'époque, ça avait été conquis par les Espagnols, qui a été repris par Louis XIV. Cet illustre roi, qui est connu pour ses faits incroyables, a aussi une petite histoire un peu moins cool. Enfin, de son point de vue, hein. Pour nous c'est grave drôle en vrai. Louis XIV se plaignait d'une douleur au postérieur. Et oui, dans son anus, bien entendu. Son premier médecin lui prescrit des clistères, c'est bizarre comme nom. C'est un mélange d'eau chaude et d'eau froide qu'on lui mettait dans l'anus avec le fameux bistouri. C'est une sorte de seringue qu'on lui met directement. Voilà, cette seringue, voilà, vous l'avez en image, vous voyez à quel point elle est très impressionnante et que t'avais pas envie de te prendre ça dans le huc. Mais ce traitement, connu au XVIIe siècle, lui assura clairement quelque chose de pire. Une fistule anale. Une fistule, c'est un écoulement de malodorant et très douloureux qui sort de l'anus, hein, clairement. Et ça formait un ulcère, histoire de rajouter une bonne petite couche sur son malheur. Pour le soigner, son médecin multiplie les emplâtres. Les emplâtres, c'est une consistante gluante qu'on colle directement sur la partie douloureuse pour espérer soigner, qui fonctionne un peu comme un pansement en soi, mais pour les zones un peu moins pratiques. Les emplâtres étaient généralement fabriqués avec de la farine, des céréales bouillies et de l'eau. En soi, c'était une recette de crêpes, donc pas très efficace. Après plusieurs mois de souffrance et aucune amélioration, Louis XIV se tourne face à son premier chirurgien, qui s'appela Charles-François Félix, qui joue sa carrière sur cette fistule, parce que si t'arrives pas à soigner le roi Louis XIV, tu te fais plaque, hein. Cook, Squeak, Kaputski, vous comprenez. Afin de se préparer à cette royale fistule, Félix fit venir toutes les personnes qui possèdent une fistule du royaume, afin de pouvoir s'entraîner. Ouais, je sais pas, déjà aujourd'hui on a du mal à trouver un certain nombre de personnes pour un tournage de film, et à l'époque ils envoient un mail, hop c'est bon, un mail, ils envoient une lettre, c'est bon, tous les mecs qui ont une fistule du monde se ramènent au royaume, aucun problème. C'est dingue. Bref, il s'entraîne sur ces personnes à soigner une fistule tout simplement. Et c'est là qu'il invoque le bistouri cornu, avec un petit angle tout simplement, un peu arrondi, pour pouvoir aller plus correctement enfourner la fistule, si je puis dire. Il sera donc plus adapté pour pouvoir inciser une fistule de l'intérieur. Parce que si c'est pas incurvé, c'est un peu plus galère. Hein. En novembre 1686, Félix s'attaque aux fistules, au fion royal, la fistule royale de Louis XIV. Il a réussi quand même à inciser la fistule comme prévu, et il termine bien entendu par une saignée, car c'était la tradition à cette époque-là, tu faisais une petite saignée. Après plusieurs mois pendant lesquels la plaie fut pansée au vin, et n'a pas n'importe quel vin, le vin de Bourgogne s'il vous plaît, Louis XIV fut guéri. En avril 1687, la guérison était acquise, et Madame Maintenon fit chanter à Saint-Cyr une ode solennelle. Oh, j'ai le hoquet. Intitulée « Dieu sauve le roi », composée par Jean-Baptiste Lully en honneur du roi et du dieu. Le roi d'Angleterre, Jack II Stuart, qui était en exil dans le château de Saint-Germain-en-Laye, ce roi d'Angleterre assista à la cérémonie, car il a beaucoup apprécié ce qui se passait, et il était un peu honoré de tout de même d'être en face à Louis XIV qui était soigné de sa fistule. Il fut tellement ému qu'il demanda à Louis XIV s'il pouvait emprunter
la mélodie de cette ode solennelle. Le compositeur Handel, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, aurait ensuite exporté l'hymne en Angleterre en changeant quelques paroles. C'est ainsi que cet air qui était composé à la base pour la guérison de la fistule du roi Louis XIV fut devenu l'hymne d'Angleterre, God Save the King. Enfin, qui était God Save the Queen pour Elisabeth, mais qui est décédée, feu son âme s'envoler vers de belles lueurs. Bien entendu, cette histoire n'est pas trop avérée. De notre côté, beaucoup d'histoires tournent là-dessus. Côté des Anglais, bien entendu, c'est faux, parce que ce serait contre l'hymne national soit né comme ça, c'est vrai que c'est pas ouf, on va l'admettre. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Telle est la question. Je tiens tout de même à souligner la résistance de Louis XIV, qui a tout de même vécu 16 saignées à l'intérieur de son anus, hein, il faut le dire, et ainsi que 2000 lavements. Et oui, Louis XIV détient le record de lavement de l'époque. Un haut fait à rajouter à ce bon roi soleil. Et voilà, c'est la fin de la première histoire, comme d'hab, il y aura le petit bonus. La fin de cette histoire sur la médecine au 17e et 18e siècle, on est plus sur du 17e siècle, mais un peu du 18e. Bref, cette histoire est terminée, et je trouve ça vraiment impressionnant, les méthodes de médecine de l'époque. Autant certaines étaient bonnes idées, c'était plutôt intéressant, bien entendu, j'ai principalement mis en avant des idées à la con, qui sont vraiment aberrantes, il faut dire, genre très beaucoup de souffrance là-dedans. Et Louis XIV qui a une histoire très intéressante également avec sa superbe fistule. Sur ce, on va passer au bonus. Encore une fois, ce fond vert était de bonne augure, si je puis dire, pour la médecine, puisque c'est la couleur de la médecine, je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est la couleur de médecine, bref. Et on a également cette couleur qui est plutôt bien pour ce bonus, qui est en rapport avec le wasabi. Car, vous ne le savez pas, mais en fait, le wasabi que vous mangez dans les restaurants n'est pas du tout du wasabi. Mais alors, si dans les restaurants asiatiques, nous ne mangeons point du wasabi, quelle est donc cette pâte verte que l'on vous vend comme wasabi? C'est en réalité du raie fort, mélangé à de la moutarde très forte et un peu de colorant vert, histoire de lui donner une couleur qui ressemble le plus possible au wasabi. Pourquoi faisons-nous cela? Le wasabi en fait est très rare et difficile à cultiver. Même au Japon, il est difficile d'en trouver. Et dans les restaurants en France, les restaurants asiatiques à volonté, il y a en général que 5% de vrai wasabi. De plus, le vrai wasabi a un côté piquant qui ne dure que 10 à 15 minutes après avoir été râpé. Alors que le faux wasabi, lui, ne perd jamais de son piquant. Et puis, côté prix, le wasabi coûte 145 € le kilo, ce qui fait très cher, alors que le vrai fort peut se trouver à 6 € le kilo à peu près. Donc on comprend beaucoup mieux pourquoi il est difficile d'avoir du vrai wasabi et pourquoi ils veulent pas en mettre parce que ça coûte vraiment très cher. Et même vous, je pense pas que vous ayez envie d'avoir de supplément coût wasabi sur votre note, ce serait vraiment pas cool. Voilà, j'avoue, cette histoire était un peu moins drôle que les bonus que je fais d'habitude. D'habitude, je trouve toujours des sujets à la con. Mais je trouvais ça sympa de savoir que le wasabi que nous mangeons dans les restaurants n'est pas du wasabi. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, bien entendu. Je vous invite toujours à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à faire des trucs coquins dans le lit pendant que vous regardez cette vidéo. Ouais, non. Non, oubliez ce que je viens de dire. Mais je vais y aller, hein. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Un bisou sur une petite miche bien moelleuse. Un bisou, allez.